Voilà, donc je vais vous parler de ce bâtiment et de la façon dont on l'a imaginé, conçu. L'un des objectifs importants de ce projet était de réduire les consommations d'énergie des installations techniques du conditionnement d'air, bien sûr sans nuire à la conservation des documents. Nous allons parler des installations techniques et surtout des concepts qui ont été adoptés. En premier lieu, l'intérêt d'une inertie thermique importante, puis l'évolution des points de consigne en température et en hygrométrie. L'inertie thermique est obtenue en ayant une masse importante de béton. Pour nous, c'est environ 330 tonnes de béton pour un magasin. En plaçant l'isolation thermique à l'extérieur des murs. De ce fait, les murs sont à la température intérieure du bâtiment, et pas le contraire. Si on met l'isolation à l'intérieur, les murs sont à la température extérieure. Donc, il contribue à la stabilité de la température des magasins. La conception initiale du bâtiment date des années 2005. C'est ce qui explique la faible épaisseur d'isolation que vous pouvez voir. Il y a 10 cm de laine de roche. Aujourd'hui, on mettrait 2 ou 3 fois plus. Voilà. La faible consommation énergétique qui va être obtenue pour l'ensemble des 220 magasins, c'est 7 kW pour 1 degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, malgré le peu d'isolant thermique, on a quand même une consommation qui n'est pas très importante. Mais cette consommation pourrait être encore très fortement réduite si on avait le double en isolation. Déjà, sur la partie chauffage, on couperait en 2 le chauffage ou en 3. Donc, les conséquences de l'inertie thermique. À partir de la masse de béton et de sa capacité calorifique, on peut calculer combien de temps il faut pour obtenir une dérive de 1 degré en fonction de la température extérieure. Donc, en été, l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur est d'environ 10 degrés. J'ai pris ces chiffres volontairement, ce sont des chiffres ronds, mais on n'est pas loin de la vérité. Dans ce cas, sans climatisation, la masse de béton augmentera de 1 degré en 10 jours. En hiver, les écarts sont beaucoup plus importants. On a le double, on a 20 degrés d'écart. Le bâtiment se refroidira de 1 degré sans chauffage en 5 jours. Donc on a déjà une idée de l'inertie qui est créée. Et la partie chauffage, on voit bien, c'est 2 fois plus difficile à gérer que la partie climatisation, entre guillemets. Donc le vrai problème pour nous, dans nos pays européens, avec les climats que l'on a, c'est le chauffage, c'est pas la clim. Vous allez dire, je défends la clim, mais bon... c'est bien le chauffage qui consomme. Donc vous avez là la courbe des températures hebdomadaires moyennes extérieures. Donc ces moyennes hebdomadaires amortissent la température dans le bâtiment de la même façon que le fait l'inertie thermique. C'est la même chose. L'inertie thermique va absorber ces variations. Elle fait une moyenne en fait. Bon, on peut voir qu'en été, les températures moyennes ne dépassent pas 24 degrés sur une semaine. Donc théoriquement, on n'a pas besoin de climatisation. À partir du moment où on a un point de consigne à 24 degrés, en théorie, on n'a pas besoin de climatisation. Ça, c'est sans compter un tas d'autres choses. La ventilation en particulier, on le verra tout à l'heure. En hiver, même avec un point de consigne à 16 degrés, vous voyez qu'il en manque beaucoup. Pour résoudre ce problème du chauffage, il n'y a qu'un bâtiment enterré. Autrement, il faut chauffer. Donc, dans la stratégie que nous avons adoptée, outre l'inertie thermique, on s'est appuyé sur une évolution, bien évidemment, des points de consigne. Typhon en parlait tout à l'heure. Donc, les nouveaux points de consigne qui ont été acceptés par les conservateurs, bien sûr, ça a été l'objet d'une négociation, d'un échange, sont représentés sur le diagramme de l'air humide. J'espère que vous le connaissez parce que vous allez le voir sur beaucoup de mes diapos. Donc c'est délimité par le trait rouge. Donc 16 degrés en hiver, 24 degrés en été, donc une belle plage sur la température, au lieu des 18 degrés plus ou moins 1. Et sur l'hygrométrie, on a fait la même chose. 40% en hiver, pour ne pas avoir besoin d'humidifier beaucoup l'air neuf, et 58% en été, on est allé assez haut quand même, pour éviter les moisissures. Bon, on a encore une petite marge de manœuvre, hein. Donc on flirte avec les 60%.
Avoir accepté ça, ce n'est pas de l'inconscience de la part des conservateurs. Hein, parce qu'ils ont exigé en contrepartie une évolution très lente des températures et de l'hygrométrie. C'est presque une mission impossible pour l'hygrométrie. Maximum 1% de variation par jour. Les sondes ont une précision de 2%. Donc sur le papier, je ne savais pas comment faire. Bon, et pour les conservateurs, ce sont ces faibles variations qui sont la garantie d'une bonne conservation, plus que les valeurs absolues elles-mêmes. Il faut sauver la planète avant de sauver les archives. Donc, il fallait absolument que je sache sur quoi agir et quelles étaient les conséquences des choix que l'on faisait. Donc, vous voyez ici une répartition de la consommation énergétique en fonction des différents facteurs. Donc vous avez la consommation énergétique pour le chauffage, pour la clim, pour le contrôle de l'hygrométrie, et répartie entre l'air et les murs. Donc sur les murs, vous êtes à 27% de la consommation énergétique totale, et tout le reste, c'est l'air neuf qui rentre. Tout cela avec les conditions habituelles, hein, c'est-à-dire 18 degrés, 50%, plus ou moins 1 degré, 5%, et 0,3 volumeur d'air neuf. On voit bien la part de chauffage qui est importante en orange, hein, sur les murs, et la part de climatisation est faible. Le rouge et le bleu que vous avez en haut, c'est le traitement de l'hygrométrie. Bon, donc c'est de l'air, bien évidemment, hein. Et en dessous, en rose, c'est le chauffage de l'air, et en la petite fente bleue, là, c'est la climatisation. Bon, l'air a une importance énorme sur la consommation énergétique. Donc, premier point à étudier, l'évolution de la température. Donc, ce scénario numéro 2 concerne justement donc, le passage à 16-24 au lieu de 18. Le gain obtenu, 14%. Bon, c'est un début. Il est très significatif pour la part climatisation, hein, quand même, qui était déjà faible. Vous remarquerez que le rouge et le bleu en haut n'a pas bougé. Ça, c'est la part contrôle de l'hygrométrie, on verra après. Hein. Le rose en dessous, le petit bleu, la petite fente bleue a presque totalement disparu, c'est la clim. Hein, parce qu'à 24 degrés, il n'y a plus de clim. Et donc, il reste le chauffage en rose sur l'air. Voilà. Oh, pardon. Scénario 3, on joue avec l'hygrométrie. Donc là, le gain est de 19%, qui s'ajoute au premier. Hein. Le gain total commence à faire 31%, c'est pas négligeable. Hein. Alors c'est important, mais il ne faut pas oublier que l'air neuf est responsable des 3/4 des consommations énergétiques. Il faut aller plus loin sur ce poste-là. Donc là, on a joué sur la quantité de l'air neuf. On a réduit la quantité d'air neuf au lieu de 0,3 volume heure, règle du SIAF, règle appliquée à la BNF aussi, on est passé à 0,1 volume heure. Donc, on a coupé en 3 l'air neuf. Donc, on a coupé en 3 la consommation énergétique de l'air. Et ça se voit, c'est 44% d'économie tout de suite. Hein. C'est vraiment important. Au total, on est déjà à 60% d'économie. On ne va pas en rester là. Donc, comme l'air neuf, c'est important, on va décider d'en faire rentrer encore moins. Donc, quand les conditions climatiques vont être défavorables à l'extérieur, trop sèches en hiver, avec un air extérieur inférieur à 5 grammes d'eau par kilo d'air sec, on va dire on ne fait plus rentrer d'air, on coupe tout. On fait la même chose en été, quand l'air est très humide, au-delà de 11 grammes, on arrête la ventilation. Alors, j'y arrive pas tout à fait sur cette partie-là. Je n'ai pas encore compris pourquoi. On a encore rajouté une économie non négligeable, hein, 29% de plus. On arrive à quelque chose de petit. 72% d'économie par rapport au départ. Donc en changeant les points de consigne, en changeant les débits d'air. Qu'est-ce qui reste? En orange, le chauffage par les murs. Alors, sur l'échelle de gauche, vous avez des kilowattheures. Ce sont des kilowattheures pour Pierrefitte.
à la taille de Pierrefitte. Donc, quand on voit 400 000 kWh pour la partie orange, c'est 40 000 euros. À 10 centimes du kilowattheure, c'est 40 000 euros. Voilà. Donc, c'est le chauffage. Alors, on avait une exigence. Ah, pardon, je fais un petit retour en arrière. Il ne faut pas oublier l'exigence du respect des vitesses de variation, 1% par jour pour l'hygrométrie et pour la température également. Ça me coûte de l'énergie. Donc on est obligé de mettre en place des algorithmes pour gérer ça, pour respecter ces vitesses de variation. Donc ça conduit à une surconsommation de 3% par rapport à la situation à laquelle on était arrivé. Si je ne voulais pas respecter ces 1% de variation, et ben voilà, je gagnerais 3%. Donc ces 3%, ce n'est pas grand-chose finalement. Donc il faut respecter ces vitesses de variation, surtout quand c'est son objectif. Donc là, on voit sur le diagramme de l'air humide une représentation de l'air extérieur. Tous les petits points jaunes, c'est l'air extérieur, une valeur par heure sur une année. Et notre objectif, c'est la petite surface cerclée de rouge. Et donc on voit bien que en dessous de 5 grammes, on ne fait pas rentrer d'air. Tous les points jaunes qui sont dans cette surface-là ne seront pas à traiter. Donc pas de consommation énergétique là-dessus. Identique pour la partie en été au-dessus de la courbe. Alors c'est bien beau, on a réussi, 60% d'économie, et tout d'un coup je rajoute les ventilateurs électriques de brassage, des centrales de traitement d'air, qui assurent initialement 3 volumeurs de brassage, c'est ce qu'on veut, 3 volumeurs de brassage. Et bien ça fait 52% de la consommation totale électrique. C'est plus important que le chauffage, la clim, le contrôle de l'hygrométrie réunis. Alors, on a eu un petit peu de chance à ce niveau-là. Le bureau d'études avec lequel on a travaillé sur le projet nous a fait une proposition en utilisant des gaines industrielles pour couper en deux ce débit d'air. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait. Et vous avez vu en visitant les magasins, il y a des gaines en galva avec des petits trous. Ce sont des gaines spécifiques issues de l'industrie de l'aéronautique et de l'automobile pour des grands hangars où on veut une bonne homogénéité de l'air. C'est de la très haute induction. Et c'est 50% d'économie sur un poste qui est très important. Ce poste-là, c'était 200 000 euros au départ, rien que la ventilation. Donc on l'a coupé en deux. Donc ce sont ces gaines-là qui permettent ce brassage. L'air sort par les petits trous à 20 mètres secondes. On arrive à aspirer par l'arrière de la gaine. Et on arrive à avoir un brassage très intéressant. On le voit avec des fumigènes. On a fait des tests en atelier avec des fumigènes. Ce qui se passe, voilà, l'air a une circulation hélicoïde, puisqu'il n'y a qu'une seule gaine de soufflage et juste un petit tronçon de gaine de reprise dans un coin du magasin. Donc tout l'air est obligé de revenir dans un coin du magasin. On voit très bien, avec des fumigènes entre les boîtes Cochard, on voit très bien l'air passer. Nous allons maintenant aborder le sujet des faibles vitesses de variation, ce qui était notre sujet quelque part le plus difficile. Tout d'abord pour la température, 0,5 degrés par jour. L'inertie thermique du bâtiment nous aide à stabiliser la température. Les régulations de température ne sont pas très difficiles à réaliser. Cependant, la gestion de la bande morte entre 16 et 24 degrés, ça n'a pas été aussi simple que ça. Pour l'hygrométrie, notre objectif de régulation de 1% par jour est vraiment très difficile. Donc on va voir un petit peu comment on fait ça. Voilà toujours sur le diagramme de l'air humide, une représentation avec 2 points. Le point in, c'est l'air intérieur dans les magasins. Le point out, c'est l'air extérieur. Donc on est en été, on a un air à 20 degrés, 70% à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est le début de l'été, on sort de l'hiver, on est plutôt sec et on est quand même à 20 degrés, mais on est à 40%, pas loin de 40%. Donc, l'air extérieur que l'on va faire rentrer dans le bâtiment, il va falloir le traiter.
Il va falloir le refroidir et le traiter en hygrométrie. Donc on va commencer à le ramener à 14 degrés. On va arriver à la courbe de saturation. On va continuer à refroidir, on va enlever de l'eau. Et après, on va le souffler dans les magasins. Bon, si on le souffle à la température du magasin, à l'hygrométrie du magasin, on est obligé de descendre à 7 degrés. Et voilà. Donc notre objectif, c'est d'amener le point in à sa limite supérieure, c'est-à-dire à 58% d'hygrométrie. C'est là où on aura le moins de consommation énergétique. Donc pour faire ça, on va le mélanger avec de l'air extérieur traité, qui va être un petit peu plus humide. Et ce mélange va tirer le point de l'intérieur vers notre objectif. Vous avez là une simulation informatique qui a été réalisée dans Excel sur cette régulation-là. Parce qu'avant de la faire, on a quand même simulé informatiquement ce que ça allait donner. Vous voyez en violet tous les points de l'humidité extérieure, avec des variations importantes, été, hiver, et en bleu, le résultat que donnait la simulation informatique pour le magasin. Donc on voit cette courbe en cloche, on est en hygrométrie absolue. Vous allez voir qu'en hygrométrie relative, ça ressemble. Et en bas, vous avez les consommations électriques de l'humidification et de la déshumidification. Ça, c'est le résultat réel. Année 2015, pour le magasin 505. Ça ressemble beaucoup à la simulation. C'est pour ça que je crois encore aux mathématiques. En hygrométrie relative, vous voyez, on a une courbe en cloche aussi. Et donc là, on a une échelle qui est très agrandie. Donc c'est 40%, 60%, donc c'est notre fourchette admissible. On évolue sur la moitié de la fourchette, et on voit qu'en été, on est plus humide, et en hiver, on est un petit peu plus sec. Donc on ne va pas aux limites, parce que c'est un magasin qui est favorisé par rapport à d'autres. Vous allez comprendre après. Voilà comment est fait le traitement d'air, ce que vous n'avez pas vu là, en fait, qui est sur le toit du bâtiment. C'est tout ce qui est en haut sur la diapo. On a des centrales de traitement d'air, c'est un système complètement centralisé. On a des centrales de traitement d'air pour assurer le traitement en température, qui traitent des colonnes verticales, et on traite en même temps, avec la même centrale de traitement d'air, une vingtaine de magasins. Et on a une seule centrale qui traite l'hygrométrie totalement sur l'air extérieur. Et c'est là où on fait le mélange. On prend de l'air extérieur, on le traite par la centrale de traitement de l'humidité, on l'injecte dans les autres centrales de traitement d'air et on l'envoie dans les magasins. Avant de faire ça, on a calculé les points de consigne, on a calculé les objectifs pour obtenir ce que l'on veut dans les magasins. Et voilà ce que l'on obtient. C'est une autre façon de représenter le résultat dans le magasin, toujours avec la surface rouge qui est le point de consigne. Donc là, nous avons le magasin 1006. C'est un magasin défavorisé. Il est au 10e étage. Donc, il est plus vite chaud, il est plus vite froid que les autres. Il atteint plus vite ses limites. Et on voit bien que tous nos points, on a une valeur par heure sur un an, là, on frise la courbe du haut, et c'est notre objectif. Donc ce magasin est représentatif de comment fonctionne la régulation. On va en voir un autre. Là, c'est un autre magasin qui est au 6e étage, il est au centre du bâtiment. La courbe ressemble, mais elle est plus basse, elle est centrée sur 50% d'hygrométrie, parce que c'est un magasin qui n'atteint pas les limites. En fait, notre régulation tient compte du magasin le plus défavorisé. Voilà un autre magasin qui est un petit peu plus bas, c'est le 4e étage. Alors, lui, il est un petit peu en dessous de 50%. On retrouve la même philosophie, le même type de courbe. Et donc, l'explication, oui, il reste une minute, d'accord. L'explication, c'est qu'il peut y avoir des écarts de température entre les magasins, puisqu'on est centralisé, mais également des écarts sur les sondes. Je peux avoir des erreurs de mesure sur les sondes. Dans tous les cas, je resterai dans le losange. On a bientôt fini, je vous rassure. Voici quelques résultats statistiques cette fois-ci, sur 2 ans. Là, vous avez sur l'hygrométrie relative, avec nos objectifs en vert sur l'hygrométrie, 1% d'hygrométrie par jour. Donc, on voit que
on a atteint l'objectif 85% du temps, l'objectif journalier, 1% par jour. Pour l'objectif hebdomadaire, c'est le tableau de gauche, hein, l'objectif hebdomadaire est en bleu. Notre objectif, c'est 5% de variation d'hygrométrie par semaine. On l'atteint 94% du temps. C'est un magasin défavorisé. Il est au R+10. Maintenant, sur le tableau de droite, on regarde un magasin qui est au cœur du bâtiment, au R+4. Hein. Déjà, on est sérieusement meilleur. Hein. On tient 97% du temps l'objectif de 1% de variation d'hygrométrie, remarquable stabilité. Et sur l'objectif hebdomadaire, 100%. Et on peut même descendre, on est à 94% du temps, on tient 3% de variation par semaine. Donc ça, c'est sur l'hygrométrie. Sur la température, c'est même un petit peu plus facile. Hein. Donc les 0,5 degrés par jour sont tenus 93% du temps dans un magasin défavorisé, 99% du temps dans un magasin au cœur du bâtiment. Même 86% du temps, on tient 0,2 degrés. Donc la température est quelque chose qui est assez facile à gérer. L'inertie thermique du bâtiment nous y aide pour peu que nos régulations ne viennent pas détruire cette stabilité. Donc notre peur initiale, c'était une variation d'hygrométrie de 1% par jour. Et bien maintenant, on peut dire oui, oui, on peut le faire, 90% du temps. Hein. Il se peut bien que le papier nous y aide aussi, hein, malgré tout, parce qu'on a un traitement qui est bon sur l'air. On n'espérait pas tant, en fait. Hein. Donc je pense que c'est le papier qui fait le complément, mais pas dans des proportions forcément très importantes, parce que je sais l'air que j'envoie là-dedans, il est quand même traité en amont, donc le papier a encore peut-être un petit peu de travail, il va compenser, mais 1% qui me manque sur les sondes, hein, il va peut-être me compenser ça, mais pas beaucoup plus. Voilà. Merci.